On va passer, parce que comme le temps passe, vous savez que nous accordons un prix à la meilleure prestation à chaque commission. Donc il y a encore 2 candidats pour le prix de la commission, donc M. Cohen et M. Bauchet. Donc on va les laisser parler, puisqu'il est déjà midi moins 25. Alors donc, maintenant qu'on a un peu déblayé, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter, M. Bauchet, de manière un petit peu consistante? Voilà, c'est prêt, ça fonctionne, M. Leroy? Voilà. Parce que M. Bauchet est venu de Bretagne, d'ailleurs comme M. Bouillon, et comme M. Alaïs, d'ailleurs, je me suis dit qu'on était assez il y a comme un apport breton assez fort. Assez fort, oui, j'ai remarqué dans les noms. Vous êtes bien avec l'origine bretonne aussi. Ah oui, je ne savais pas. Il est à Paris. Ah oui. Peut-être avec ça. Le petit cravate, il a disparu? Il est là. Il est débranché. Oui, il est débranché. On va le brancher. Non, mais non. Vous dites comme vous dites comme vous voulez. Je prends le micro-cravate. Vous avez débranché parce que tout à l'heure. Oui, bien sûr. Voilà, donc maintenant on va laisser la parole Bon. aux intervenants qui se sont Moi- pas beaucoup parlé, mais j'espère que vous pourrez vous raccorder avec ce qui a été Oui. dit, même pour en prendre le contre-pied d'ailleurs. Oui. Non, je ne prendrai pas le contre-pied du tout. Je voudrais répondre à Jacques tout à l'heure sur le message du tarot. Il m'est arrivé une aventure assez extraordinaire en septembre, le 9 septembre très exactement, 1989. Je me suis posé une question. Pourquoi il y a 3 lames dans le tarot où les U sont des V et pas plus? Alors, c'était assez bizarre. Il y a la maison Dieu, 16, l'amoureux, 6, et la route fortune, 10. Bon. Et là, il y a des V. Or, la route fortune 10 et l'amoureux 6 font 16, la maison Dieu. Bien, c'est tout bête. Et à partir de là, j'ai essayé de monter le tarot avec des équivalences, 3 plus 4 égale 7, etc. Je mettais les lames. Et je suis arrivé à un truc, je vous dis, c'était le 9 septembre 1989. C'est important la date. C'est important car, arrivé là, j'ai monté un truc avec les 22 lames du tarot. Plus exactement, il m'en est resté 5 dans les mains. J'avais fait avec le reste. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est une histoire, et une histoire à venir. C'est un message fabuleux. Et j'avais découvert simplement la chute du mur de Berlin et les conséquences. Et alors Alain Madelin, entre autres, me dit c'est absurde. C'est complètement idiot. Il ne peut pas y avoir de chute du mur de Berlin. Ça n'existera jamais. Ça a existé. 2 mois plus tard. Oui, 2 mois plus tard. Et j'ai terminé avec les 5 lames qui me restaient et qui parlaient de l'hégémonie voulue, recherchée de l'islam. Et je voyais une chose, c'est que si l'islam s'étendait jusque dans... Enfin, les effets de l'islam s'étendaient jusqu'en Amérique, il va y avoir un très gros problème. Je ne vous fais pas de dessin, on l'a eu, le problème. Le 11 septembre, plusieurs années après. Et on l'a encore. Bien, ça, ce n'était pas un tirage du tout. C'était une construction logique du tarot. C'était donc vraiment un message intrinsèque au tarot et non pas un tirage du tout. Il n'y avait pas de hasard, rien du tout. C'était une construction numérale
parfaite, et c'était hallucinant. Et ça nous a donné le programme de ce qui s'est passé depuis novembre 1989 jusqu'à maintenant. C'était écrit dans le tarot par ce système. Et ça, c'était pour répondre à Jacques tout à l'heure qui posait la question, y a-t-il un message dans le tarot? Non, il n'y a pas un message dans le tarot, il y en a beaucoup de messages. C'en est un. Y en a-t-il un autre actuellement? Ben, j'ai pas regardé, je peux pas vous le dire, j'ai pas regardé. Oui, mais j'ai pas regardé. Bon, enfin, en tout cas, en Le répondant... tarot a été l'outil canal utilisé par la Providence à ce moment-là pour parler Voilà. absolument magique et étonnamment, enfin, scientifique vu par en haut. Exactement. Exactement. Quelqu'un d'autre, en une Oui. circonstance X ou Y différente, ça utilisera un autre outil de canalisation. Voilà. Quelqu'un qui sera réceptif à ce Voilà. type-là de message et de langage. Et alors, ce qu'il y a de très marrant, c'est que j'étais au milieu de politiciens qui m'ont viré carrément, qui m'ont dit c'est absurde, ça ne tient pas debout, ce n'est pas logique, c'est aberrant, dégage. J'ai dégagé. Vous avez eu un écho de 2 mois après? Ah non, c'était fini, moi j'ai dégagé, je suis parti. Ah non, non. Ah non, 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 pas du tout. Et puis je ne l'ai pas rappelé non plus. Ça ne m'intéresse pas. On m'a foutu dehors, on m'a foutu dehors. Je ne vais pas m'amuser à aller... J'ai eu la même expérience avec, en faisant des conférences sur Paris en 88-89, en prévoyant justement cet événement-là. Et je veux dire, sur le coup, j'ai été traité de pacifiste bélan, qui s'associe à la baisse de vigilance de l'Occident face Oui. au danger de l'URSS. Et on ne voyait pas du tout le propos hors de ce cadre-là. Même si je ne m'appuie pas du tout sur mon opinion, même si je suis peut-être pacifiste bélan dans mon opinion, j'essaie de pratiquer une science de l'âme qu'est l'astrologie. Et ce n'était pas entendu comme ça. Les gens n'avaient pas comprendre que c'était une structure qui permettait de voir cela. Et là, c'est pas un tirage, c'est une structure, comme vous dites, c'est-à-dire que c'est la structure, parce on s'appuie dessus, Oui. qui tout d'un coup révèle en soi une structure Absolument. préexistante qui nous fait, entre guillemets, voyants, entre guillemets, je le mets guillemets partout là, parce que au moment où on est en ordre, par rapport à un ordre qui est préexistant, on devient communicant d'un point de vue intuitif à ce moment-là, parce que l'ordre structurel qu'on est en train de lire nous met en accord avec l'ordre du cosmos qui est perpétuellement dynamique, mais qui est quand même une structure de base. Et à ce moment-là, on arrive à faire fonctionner le cerveau droit, qui est pure perception, pure intuition. Ça ne veut pas dire que c'est le tarot qui m'a dit ça, ou c'est l'astrologie qui m'a dit ça, c'est la structure préexistante de ce que les hindous appellent la mère divine, c'est-à-dire les fils de lumière qui organisent tout ce qui est en dessous de la biologie, en dessous de la décréation matérielle que la science étudie. C'est préexistant. L'observateur psy dira, là, il y a phénomène parapsychique. Voilà. Probablement. Et pour finir, juste un petit sont des détail, situations- c'est là où on est planté en astrologie, c'est-à-dire que Oui. on s'appuie toujours sur la structure lumineuse, parce que moi j'étais scientifique, pour moi il n'y avait rien à élaborer, rien en dehors de la matière, tout est conditionnement. Si on étudie ça et qu'on veut prouver que l'astrologie est fausse, on tombe sur le fait que ça marche. Et là, on tombe sur un paradoxe, comment ça peut marcher, puisque ça s'appuie sur quelque chose, sur des influences qui ne sont pas mesurables. Et c'est là où en fait il y aurait un truc à creuser, c'est que c'est toutes les découvertes qui sont passées sous silence sur la structure énergétique du corps humain, la structure énergétique de l'univers, que ce soit les travaux d'Étienne Guillet, que ce soit les travaux sur les fétilians. Là, il y a quelque chose sur que la science veut faire absolument l'impasse, parce que ça définirait, je veux dire, l'ordre de la matière, non pas d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue énergétique. Et là, il y a des travaux, par exemple, sur le cerveau, les neurothéologistes, ils se sont appelés eux-mêmes, c'est d'Aquilis, un bouquin sur le cerveau humain, je ne me rappelle plus l'autre nom, sur pourquoi Dieu ne disparaîtra pas. En réalité, d'un point de vue neurologique, il y a bien en même temps fonctionnement chimique dans le cerveau, ce qui fait que le cerveau fabrique des idées à partir de courants neuroniques, et en même temps, il y a des champs, alors est-ce qu'ils sont électromagnétiques, on utilise ça entre guillemets pour faire scientifique, mais est-ce que c'est vraiment ça, on n'en sait rien. En tout cas, il y a bien des champs d'ondes ou des champs fréquentiels qui se baladent non pas par des tuyaux dans le cerveau, mais par des espèces d'ondes, et qui, comme une guitare, résonne à une fréquence.
Et le cerveau fonctionne aussi comme ça. On n'a pas trouvé de points de logement comme une bibliothèque dans le cerveau. Non, non, ça fonctionne par des espèces d'ondes. Et tant que la science n'admet pas ce double fonctionnement corpusculaire, ondulatoire, comme on dit en quantique, mais là, c'est pas simplement au niveau de l'atome, c'est au niveau carrément de l'être humain. Dans l'être humain, il y a aussi du corpusculaire et de l'ondulatoire. C'est-à-dire il y a bien un fonctionnement du cerveau biologique, chimique et matériel, on pourrait dire. Et puis il y a une autre structure, elle, qui est énergétique, on pourrait dire. Et ça, si on ne travaille pas là-dessus, étant donné que l'astrologie s'appuie de tout son poids là-dessus, on est planté, parce qu'on ne peut pas prétendre décrire une structure qui, pour les scientifiques, n'existe pas. Enfin, ça, c'est une piste. Je pense que quand des scientifiques vont commencer à être publiés en disant « on a la preuve que », et que ça ne soit pas censuré, parce qu'il y a déjà eu des preuves sur la mémoire de l'eau qui sont ressorties il y a à peine 2-3 ans, et qui ont été rapidement censurées. Je voudrais demander, pour un petit peu relancer la discussion, comment les gens qui sont dans le monde de la Kabbale, je sais que dans la Kabbale, on parle parfois d'ondes de forme, c'est-à-dire qu'on parle un peu de forces énergétiques qui sont liées au dessin des lettres, etc. Enfin, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a une autre stratégie que celle que vous avez entendue jusqu'à présent? Oui. Vous pouvez peut-être se brancher sur votre col de chemise. Oui. Je m'en occupe pas. Parce que ça permettrait de comparer les stratégies, de voir jusqu'à quel point. Disons que je suis un petit peu. Je dirais que par rapport à ce que vient de présenter. Vous n'êtes pas. Vous intégrez dans notre film. Voilà. C'est bon? Bon. Ça y est, ça peut pas. Bon, je disais que ce qui avait été présenté à l'instant, en vérité, porte un nom. Les fameux tuyaux dans lesquels les champs neuroniques ne circulent pas, en fait, ce sont des champs. Ce sont des champs. Et dans la Kabbale, on les appelle des champs énergétiques supraluminiques non euclidiens. Voilà. Donc, puisque vous êtes scientifique, moi aussi, donc le problème est réglé. Donc, c'est exactement ça. En définitive, le cerveau, selon la Kabbale, serait le substrat réel, physique, qui permettrait de voyager dans le métaphysique, ta métaphysica, ce qui vient après la physique. Donc c'est très clair de comprendre que la Kabbale n'est pas une science de réduction, bien au contraire, même qu'elle soit multimillénaire, c'est une science d'avancée, et c'est surtout non pas seulement un pont, elle peut être un pont, effectivement, mais c'est également une science qui a la particularité d'être kaléidoscopique. Les lames du tarot, selon ce que j'en pense, ont des valeurs holographiques. C'est-à-dire que chaque arcane majeur aurait la particularité, toujours selon ce que j'en pense, ce sont mes interprétations, de pouvoir voyager dans toutes les autres. C'est-à-dire que devant une lame de tarot, un être averti, non pas initié, averti, serait capable, dans l'instant présent, ici et maintenant, donc dans cette espèce de voyage passé, présent, futur, vu par l'immédiat, serait capable de se paramétrer et de se définir. Je suis en train de faire une thèse doctorale là-dessus, donc sur l'arbre de vie notamment. Donc, je pense que ce que vous avez dit est éminemment intéressant. En revanche, par rapport à ce que la dame derrière monsieur avait dit sur les lettres hébraïques mises sur le corps humain, les essais ont été faits de tout temps. Les essais les plus médiatisés aujourd'hui, c'est le livre de Giuliani. Bon, c'est loin d'être ridicule, c'est pas stupide, mais on est très loin d'être exhaustif. Et surtout, on est très réducteur. La Kabbale, c'est pas ça, du tout. C'est pas ça du tout. La Kabbale serait, d'après ce que j'ai compris, ça fait quand même 50 ans que je navigue dedans, la science de la recherche du vrai dans le monde des apparences du faux. Voilà. Donc à partir de là, il est clair que on peut aller très loin, on peut aller très profondément en voyageant dans toutes les mantiques, en voyageant dans toutes les sciences initiatiques, en devenant un pont. La Kabbale peut devenir un pont entre certaines sciences, mais elle est avant tout une science en tant que telle et une science humaine. Mais elle a aussi des apparences et des fondements dans des sciences qui, elles, ne sont pas qu'humaines, mais exactes, comme la mathématique, comme la science précisément de la physico-chimie du cerveau, comme la biologie, et aussi comme la bioéthique, curieusement. Mais également la Kabbale,
s'articule sur une langue. Alors, le problème de la langue, c'est qu'elle nous renvoie à la sémantique, elle nous renvoie à l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude des connaissances, elle nous renvoie à la sémiologie, elle nous renvoie à la symbolique. Donc, la langue, c'est ce qui permet de véhiculer l'imaginaire. Il est clair que lorsque je suis en train de vous comprendre, c'est parce que vous entendez des mots que vous décryptez, vous ne les décodez pas. On ne peut pas décoder une langue, on peut la décrypter, la faire sortir du carcan d'enfermement dans lequel elle est. Et à partir de ce moment-là, évidemment, vous comprenez par un jeu mental. Là, particulièrement, on voyage dans les champs. Mais il est clair, avant tout, que c'est l'énergie de l'imaginaire qui va arriver et qui va vous permettre, vous, d'interpréter ce que je dis et vous, d'interpréter ce que je dis d'une manière différente, en fonction de son vécu, en fonction de son patrimoine éthérique, en fonction de ce que l'on a appelé son karma, en fonction d'un tas de paramètres. Donc, parler de la Kabbale en valeur astrologie pure, en tant que pont, je peux dire oui. Parler de la Kabbale en tant que science pure, je peux dire oui. C'est une appartenance humaine extrêmement prolifique et complète. Mais jamais je pourrais la réduire au simple fait de poser une lettre hébraïque sur un corps humain. Non, certainement pas. Il est clair que des gens comme Abraham Aboulafia ont essayé par la technique des tsérouf, c'est-à-dire la permutation des lettres par le jeu de la méditation vacuitaire, de trouver des voies. Mais vous savez, si ça avait vraiment fonctionné, ça se saurait. Voilà. Et alors vous, Monsieur Bochet, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que l'on fasse des rapprochements entre le tarot et la Kabbale? Parce que j'ai trop de respect pour la Kabbale, tout simplement. Beaucoup trop de respect pour la Kabbale, et que la Kabbale étant un système à 27 lettres extrêmement important, il ne faut pas négliger les 5 lettres finales, c'est trop grave de les négliger. Bon, or, le tarot, on a 22 lames, mais on n'a que 21 nombres. Donc déjà, ça ne correspond pas à l'idée que la plupart des gens se font de l'alphabet hébraïque. Mais si on va plus loin, c'est pas 22, c'est 27. Alors 21 à 27, là, excusez-moi, ça marche pas. Enfin, Ça en dehors ne de peut pas marcher. l'argument numérique. Mais c'est important l'argument numérique. L'alphabet hébraïque est un alphabet numéral. L'alphabet du tarot est un alphabet picto-numérique aussi. Non mais écoutez, Monsieur Bochet, on peut très bien imaginer deux systèmes qui à un moment donné avaient la même origine et puis qui ont pu évoluer diversement avec des éléments qui se sont rajoutés. Ces éléments rajoutés ne doivent pas faire oublier qu'ils peuvent avoir la même origine. Et donc on peut très bien imaginer, imaginons par exemple qu'il y ait deux immeubles qui ont été construits jumeaux, et puis un beau jour on a ajouté une pièce supplémentaire à un immeuble, le parallèle reste valable. Et ça fait, oui. Parce que historiquement, à un moment donné, ils étaient identiques, après il y a pu y avoir un élément, c'est parce qu'on va rajouter quelque chose à un moment donné sur l'un et pas sur l'autre, qu'immédiatement le rapport entre les deux pans des deux immeubles disparaît. Donc il faut quand même qu'il y ait si vous voyez par exemple deux jumeaux, par exemple, il y en a un qui est habillé en rouge, l'autre qui est habillé en bleu, vous dites ah ben ils sont pas des jumeaux parce qu'ils sont pas habillés de la même façon. Il faut regarder aussi les personnages, il ne faut pas regarder uniquement s'il y a un truc en plus de l'un et un truc en plus chez l'autre. Donc la question que je vous pose, c'est fondamentalement en dehors de l'aspect numérique, on pourrait d'ailleurs aussi, par exemple, dans les travaux de reconstitution, on pourrait dire qu'il y a eu un savoir corrompu, et il faut justement le restituer. Vous pourriez avoir le raisonnement inverse et dire, eh ben, peut-être que la Kabbale, peut-être que l'idée d'avoir des lettres finales est un élément, disons, secondaire dans l'alphabet hébreu, et qu'il ne faudrait peut-être pas le considérer. On peut aussi réinverser le problème. En tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question du nombre du tarot. C'est vrai que le tarot du Moyen-Âge a été arrangé d'une certaine façon. Mais c'est vrai, rapidement, l'astrologie aztèque les arrange autrement. Donc l'aspect numérique, on peut se demander s'il est réellement fondé par rapport au tarot. Je pense que c'est un classement qui a été fait, qui correspond à des éléments cardinal fixe mutables qui ont été regroupés comme ça. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit spécialement numérique, bien que le nombre est un archétype en soi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si l'on étudie le rapport entre le zodiaque et le tarot, il y aurait déjà on pourrait déjà dire ah ben non, ne faites pas de rapprochement entre le zodiaque et le tarot, parce que le zodiaque il y a 12 signes, le tarot il y en a 22, donc arrêtez tout de suite de chercher. Ben non, on peut tout à fait
se demander s'il n'y a pas une origine zodiacale ou si le tarot n'a pas récupéré certains éléments zodiacaux, on a quand même le droit de se poser ces questions-là, même si par ailleurs, des éléments supplémentaires ont pu se rajouter. Parce que moi, par exemple, j'ai également travaillé sur le rapport, on verra peut-être cet après-midi, le rapport entre le zodiaque et le tarot. C'est qu'on a le droit de réfléchir sur ce rapprochement. Il peut y avoir des éléments zodiacaux qui ont pu entrer dans le tarot, qui ont pu être ajoutés à d'autres éléments, et on ne peut pas simplement évacuer le rapprochement entre ces deux champs que sont le tarot et le zodiaque, sous prétexte qu'ils n'ont pas le même numéro, le même nombre. Il est possible qu'un système ait récupéré, ait des points communs avec, qu'il y ait un système deux systèmes, par exemple, ont pu évoluer, c'est comme une langue, par exemple. Regardez, par exemple, comparer l'anglais et l'allemand. Eh bien, ce sont des langues germaniques. L'une a été marquée par les langues latines comme le français, l'autre l'a été moins. Elles n'en sont pas moins germaniques. C'est pas parce qu'il y en a une qui, par la suite, à un stade ultérieur, a pu prendre une évolution différente et a pu s'allier avec autre chose qu'on n'a pas le droit de faire ressortir le point commun. Monsieur Alaïs. Attendez, Monsieur Gaudin avait demandé la parole avant. Attendez, vous prenez le micro et puis attendez que le technicien ait fait le point. Attendez, excusez-moi, gardez votre salive pour quand ça sera. J'aime bien la géomancie parce qu'elle m'a permis de comprendre la notion de représentation pictographique, archétypale, et sa relation au nombre. Bon, donc là vous avez par exemple une représentation de ce fameux système géomantique avec sa correspondance numérale correspondant à la numérotation d'Elzenati. Donc vous voyez sur ce petit coin-là que les représentations numérales 8, 4, 7, 2 vous donnent la codification du comment, si vous voulez, une figure de géomancie correspond à un numéro. Donc j'ai trouvé un parallélisme avec le tarot. Donc ceci dit, vous pouvez, en modifiant cette logique, créer un autre ordre. Bon, le secret en quelque sorte de ce système d'Elzenati, j'ai réussi à le capter en réduisant la géomancie au niveau trigrammique. Donc on voit qu'on trouve un symbole assez connu, hein, la fameuse swastika, les 3 cercles, qui vous permettent un petit peu de travailler sur ces 3 ensembles. On va les retrouver, on sait que les 3 couleurs fondamentales engendrent les 3 couleurs secondaires. On peut y retrouver aussi avec les notes de musique toute une variété de compréhension et de conception. Hein. Donc j'aime bien aussi, si vous voulez, arriver à comprendre d'où vient le numéro par rapport à une représentation pictographique. Et je crois que la géomancie m'a beaucoup aidé dans cette optique. Hein. Je crois qu'il faut aussi tenir compte de la relation du nombre avec le symbole, l'ensemble et la logique qui joue sur la grammaire du système en entier. Donc je voulais introduire cette notion. Hein. Donc on peut créer d'autres tarots dans un autre ordre. On peut créer aussi un autre ordre dans la géomancie. Mais celui-ci est très caractéristique. Hein. Vous me demandez justement, M. Baucher, si... est-ce que les vagues, enfin c'est une question un peu provocatrice, mais est-ce que le tarot pourrait fonctionner si on enlevait un certain nombre de lames sont absolument indispensables, ou est-ce qu'il y a un noyau, enfin je veux dire, c'est tout le problème, parce que dire que quand on a un système, ça veut dire que est-ce que ça veut dire que tous les facteurs de ce système sont indispensables ou interdépendants, à mon avis, et quelle est la cohérence globale? Alors, quelle est la cohérence globale? À votre avis, justement, qu'est-ce qui vous permet de dire que le tarot est un système total, enfin un système qui est complet en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne peut rien ajouter ni enlever, en quelque sorte. Parce qu'il a été érigé en tant que système. Il a été érigé depuis des siècles en tant que système. Hein? Ah oui, c'est ça, c'est le... Donc je respecte la Kabbale également. Alors, j'ai recherché pendant très longtemps les rapports graphiques entre les dessins du tarot et les dessins des lettres de l'alphabet hébraïque. Vous arrêtez? Changement de cassette, attendez, vous allez... D'accord. Donc ça y est, vous êtes... Ça y est, bon. Le micro-cravache, il ne faut jamais le toucher, parce que... Je ne demande pas mieux que jamais le toucher, voilà. Voilà, parfait. Bon,
je n'ai pas trouvé dans les dessins du tarot des correspondances avec les lettres hébraïques, sauf peut-être une correspondance, c'est, paraît-il, entre l'Aleph et le dessin du battleur. Mais c'est tout. Non, mais ma question c'était est-ce que c'est un système qui est complet, Pour moi, je trouve que le tarot est un système complet. Il ne faut pas rester sur les 22 lames, il faut prendre les 78 lames. C'est un système remarquablement complet. Ça fait 40 ans, 44 ans, le 20 janvier prochain, que je travaille sur le tarot de Marseille, et depuis 44 ans, jamais je ne l'ai pris en défaut. C'est un système cohérent et qui marche à la perfection. Le système kabbalistique également, dans son système, c'est totalement cohérent et ça marche à la perfection. Alors justement, monsieur... Le système géomantique de M. Gourdin est absolument fabuleux. Mais je connais la géomancie depuis une 50aine d'années et je trouve ça... je ne me suis pas spécialisé là-dedans, mais c'est formidable. C'est un système d'une cohérence totale. Total. Il n'est pas question de retirer des figures à la géomancie, il n'est pas question de retirer des lettres de l'alphabet hébraïque, il n'est pas question de retirer des lames du tarot. Il ne fonctionne plus. Alors, il y a plusieurs questions. Une remarque à faire. Monsieur Alaïs, monsieur Cohen. Oui. Mais, oui, allez-y, alors Marc. Alors, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, Jacques, sur par rapport aux lettres hébraïques. Je ne sais plus quelle était votre question, peu importe. Si ça s'articulait sur la langue, non, il y avait une autre question. Non, c'est pas en rapport avec la langue, mais ça n'a pas d'importance. Ce que je voulais dire, c'est que dans le système du tarot, on fait souvent la confusion entre le système numérique et le système numéral. Oui. Ce sont deux mots différents, et il faut le reconnaître. Heureusement, la langue française est très riche. Oui, le problème est là. Bon, on peut dire que le tarot, toujours selon ce que j'en pense, d'après mes propres études, mais j'ai quand même un fondement traditionnel, serait un système qui aurait pour particularité, très étrange d'ailleurs, mais néanmoins démontrée de tout temps, même si on ne se l'avoue pas, de catalyser des forces cosmiques. Notamment, les catalyser sur nous. En rapport à quoi? À la Terre, Gaïa. Le problème, c'est que lorsque l'on voit une lame de tarot, on ne voit pas la table. On voit la table et tout le reste. Quand on voit une lame de tarot, on ne la voit pas pour rien, à n'importe quel moment. Ce n'est pas un phénomène strictement aléatoire, même s'il est le truchement d'une improbabilité du hasard. Donc en voyant une lame de tarot, inévitablement on va catalyser des champs énergétiques, négantropiques, supraluminiques, non euclidiens, dans le cerveau, qui vont donner la possibilité à l'être que nous sommes de véhiculer par l'imaginaire un patrimoine, et inévitablement, la lame en question, qu'elle soit arcane majeur ou lame mineure, elle va devenir, cette lame, ou cet arcane, cette carte en tout cas, qui n'en est que la représentation, le support dans lequel l'être que nous sommes va s'intégrer dans le reste, cette réalité virtuelle dans laquelle on est, et ce support en question, bien que sous la forme strictement anodine d'un bout de papier dans lequel on aurait inscrit un hiéroglyphisme synthétique, en définitive, elle représente un fusible, strictement un fusible, entre un monde totalement métaphysique et l'aspect physique de notre monde matériel. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours des lettres hébraïques. Il y a la lettre hébraïque représentée par la langue hébraïque l'ivrite, et il y a les otiotes, la valeur métaphysique de la lettre hébraïque, la partie strictement spirituelle dont, aujourd'hui, dans la littérature contemporaine et occidentale, on n'en a que faire. C'est tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, je vous précise que l'astrologie, on contestait le rapport entre astrologie et Kabbale, l'astrologie onomantique au XIXe siècle, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qu'au XIXe siècle, et même déjà à la fin du XVIIIe siècle,
il y avait une astrologie qui utilisait à la fois le tarot, à la fois la Kabbale, et on faisait des thèmes onomantiques voulant dire que certains éléments étaient utilisés à partir de la date de naissance, mais pas sur le plan astronomique, mais sur le plan des chiffres, à partir du nom de la personne. Donc il y a eu un mariage, toute l'astrologie française du 19e siècle, et qui a été après bousculée par l'astrologie scientifique, statistique, etc. Mais je veux dire, l'astrologie kabbalistico-tarotique a ses lettres de noblesse au 19e siècle. Depuis était là, en passant par le nain, etc. On parle d'un déclin de l'astrologie au 18e, 19e siècle. En réalité, ce n'est pas un déclin, c'est une astrologie qui avait décidé de s'émanciper par rapport à l'astronomie. Parce que d'une certaine manière, l'astrologie, en se rapprochant, c'est quand même d'un système d'alliance. À un moment donné, l'astrologie a dit non, l'astronomie, elle est en train de bouger, elle bouge trop. Il y avait déjà Uranus qui était connu, ça, c'est trop instable. Allons plutôt vers le tarot et vers l'onomancie. Donc il y a eu une période comme ça de changement d'alliance où l'astrologie s'est rapprochée de ce qu'on pourrait appeler une forme d'occultisme, d'une certaine manière, et où on n'était même plus nécessaire de consulter les éphémérides. Mais où le système, comme disait M. Gourdin, l'astrologie peut fonctionner sans les éphémérides. En tant que système au repos, il s'agit d'un savoir qu'on l'articule selon la position des planètes, ou qu'on l'articule selon un autre système quel qu'il soit, ou qu'on tire au sort les signes zodiacaux, ou qu'on tire au sort les maisons, on arriverait aussi à quelque chose de l'ordre d'un thème astral, mais qui ne serait pas fondé sur les mêmes choses, mais qui utiliserait quand même, malgré tout, les catégories astrologiques. Nous sommes dans une Nancy à ce moment-là qui est codifiée différemment, effectivement. Il n'y a rien à... C'est le moment où tu définis, comme là, il n'y a pas de problème. Si on tire les essences, effectivement, on peut les replacer autrement, avec d'autres supports. Donc on revient toujours aux essences, aux idées, parce que si on en arrive à les capter par les nombres, mais il y a plusieurs façons de capter les essences. On peut expliquer par des nombres différents. Abellio s'est essayé avec la Kabbale. Ce qu'il voulait montrer, c'est une cohérence par rapport à un tout. À ce moment-là, c'est le principe même mathématique de la chose, c'est-à-dire que les choses deviennent pleines de signification, sont tout à fait significatives, dans la mesure où elles sont cohérentes par rapport à un tout. Donc c'est effectivement cette cohérence par rapport à un tout qu'il faut trouver si on veut signifier les choses. Voilà, c'est ça que je voulais simplement dire, mais c'est l'idée d'essence essentielle qu'il faut essayer de capter. Oui. Monsieur Nocam, alors bon, allez-y, Monsieur Alaïs. Oui. Je voulais juste dire un fondement qui permet justement de travailler, parce que Osvaldir, c'était là, tout ça, surtout le 19e siècle, a travaillé sur les correspondances de tarot-astro, mais il y a eu une volonté qui est bien compréhensible. Coller à chaque fois un élément qu'on trouve dans l'astrologie avec un élément qu'on trouve dans le tarot. Alors ça marche pendant un certain temps, puis dans les derniers qui nous manquent, on en aura 5 en poche, on ne sait pas où les mettre, alors on les fait entrer de force, comme si on voulait enfiler des chaussures qui ne nous vont pas. Et ça ne marche pas. Moi-même, j'ai essayé pendant des années de faire ça. Je fais semblant d'être content de mon résultat, mais non, il fallait dire ça ne marche pas. Alors bon, il faut avoir l'humilité. C'est une qualité qui est difficile à trouver quand on devient chercheur astrologique parce qu'on est un peu isolé et on peut perdre l'humilité. Il faut avoir l'humilité de dire qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur le plan occulte et ésotérique qui ne fonctionnent pas. Et jusqu'à ce qu'on trouve... Enfin, moi, je donne le truc pour tout le monde parce que je pense que c'est ce que pratique M. Gourdin comme ça. Il faut revenir à la vision centrale, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas s'embarquer trop dans les nombres, parce que c'est secondaire. La première vision centrale, c'est que l'être humain est un soleil, et que ce qu'on appelle les archétypes, c'est ses rayons. Vous voyez, c'est le principe qu'on trouve chez la roue de médecine, chez les Sioux par exemple, comme ça. Eux, ils mettent 4 rayons, on peut en mettre 12, on peut en mettre 22. Ce sont des rayons. Et il est nécessaire pour... Alors chaque rayon a une signification différente. Si vous partez vers le nord, il fait plus froid. Si vous allez vers le sud, il fait plus chaud. Donc à partir du moment où vous allez sur un rayon à partir du centre vers la périphérie, vous quittez la totalité, évidemment, mais vous rentrez dans la définition plus fine. Et c'est là que toutes les disciplines, je dirais, d'ordre comme ça ésotérique, ont pratiqué comme ça. Il y a eu une vision originelle, qui est la vision d'être au centre, d'être pur soleil, et de voir que tout l'univers est contenu en moi, qui n'est plus à ce moment-là le moi, qui est Dieu, le cosmos, ce que vous voulez, hein, on ne va pas se battre avec les mots, mais enfin une conscience cosmique totale. Et à partir du moment là, on peut voir qu'on peut définir une grille de lecture universelle en prenant le nombre qu'on veut.
C'est-à-dire que le tarot, c'est une division du cercle, à partir du centre, en 22 parties. Et à ce moment-là, on peut remplir ces 22 parties avec des éléments puisés historiquement dans le symbolisme. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on est plutôt du côté du Soleil et de Mars, c'est-à-dire sur la partie sud-est, eh bien, on va, dans cette partie sud-est, on est dans le feu, et donc on va prendre Soleil et Mars d'un côté, mais si on est dans un cadre tarologique, on va placer par exemple la 7, le chariot, des choses comme ça, parce que c'est... Et là, on va rajouter des éléments astrologiques. Par exemple, dans le chariot, beaucoup d'occultistes ne savent pas si c'est Mars ou si c'est le Soleil. Ils disent c'est le char du Soleil, évidemment, c'est Apollon, le char du Soleil. Mais non, pas du tout, c'est un guerrier, donc c'est Mars. Mais les deux sont vrais. Et en fait, tout est bâtard à chaque fois. Il suffit de se rappeler que c'est un archétype, c'est-à-dire un rayon qui amène au centre. Et c'est comme ça qu'on peut éviter des erreurs qui ont été faites par les ésotéristes. Par exemple, en tarot, on fait ce qu'on appelle l'addition théosophique au centre. Hein. On prend les 4 cartes et on les additionne. Et on réduit en base 10. C'est stupide. Vous êtes en base 22, c'est-à-dire que vous avez 22 rayons. Vous ne pouvez pas réduire en base 10, qui sont la base des 10 doigts de la main, qui a été la base numérique universelle. Et donc, quand vous faites l'addition théosophique, vous faites, mettons l'empereur, plus le fou, plus 4, plus 11, vous faites l'addition, vous tombez sur 23. Ça ne fait pas 2 plus 3 égale 5. Ça fait 22 plus 1. C'est-à-dire c'est le battleur qu'il faut mettre au centre. Et si on se réfère à cette vision d'origine sur laquelle ont été structurées ces connaissances-là, à ce moment-là, il y a certaines erreurs qu'on ne fait plus, et ça évite de partir dans les décors et de ne plus être crédible après, parce que dès qu'on sort de la base qu'on a, on se trompe sur 20% de ce qu'on dit. Ça suffit à ne plus être crédible. Alors que si on reste sur sa base de départ, base 22 pour le tarot, base 12 pour le zodiaque par exemple, eh bien à ce moment-là, chaque case étant bien délimitée, on va éviter de confondre synthèse et macédoine. Monsieur, on va attendre le changement. On peut passer à Monsieur Nokam, quand vous nous dites quand c'est possible. Ici. Il est là. Il est en face de vous. Devant vous. Ah, excusez-moi, vous étiez là. C'est vrai, il a changé de place. C'était déconcertant. Voilà. Là, si on pouvait éteindre ça, parce que oui, merci. Ça sera merci. Voilà. Alors, donc on renonce au cristal et on passe au match de nain. Alors, Monsieur Nokam, vous êtes prêt? Oui, merci. Simplement, donc, je voulais me brancher sur une remarque de M. Albron, là, quand il a dit qu'il y avait une astrologie qui pouvait s'utiliser sans éphémérides. J'espère que, enfin, comme je suis arrivé en retard, peut-être n'en avez-vous pas entendu parler avant que j'arrive. Je voulais simplement faire la remarque que cette astrologie existait. Il s'agit d'une astrologie qui se relie aussi au tarot. C'est ce qu'on a appelé l'astrologie ésotérique, c'était celle des Rose-Croix. Et cette astrologie, donc, partait, je ne vais pas la définir, je n'ai rien préparé, c'est assez ancien comme étude, cette astrologie partait de cercles, il y avait un cercle de Saturne, il y avait un cercle de Jupiter, il y en avait 7 cercles, là, les 7 planètes classiques, et dans ces cercles, il y avait des listes de degrés où l'on retrouvait absolument toutes les cartes du tarot. Oui. À partir de ces emplacements, un consultant se retrouvait donc soit devoir être étudié en fonction du cercle de Saturne, soit en fonction du cercle de Jupiter, etc. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'on ne cherchait pas à savoir où étaient les planètes. Ces cercles de Saturne et de Jupiter n'avaient rien à voir avec les planètes mobiles donc du ciel, mais l'ensemble de cette astrologie rosicrucienne est un système fermé. Puisqu'on parlait aussi de structure d'astrologie, ça peut être intéressant donc de signaler cette existence. Un système fermé où les possibilités étaient très faibles d'ailleurs. Je les avais calculées, c'est quelques milliers de possibilités. Cela veut dire que soit au point de vue, voyance, soit au point de vue définition d'un profil, il n'y avait peut-être que quelques milliers de types humains. Je me trompe sûrement. Ça avait sûrement une autre application. Et donc voilà pour cette astrologie, donc sans planète mobile, sans
planètes du système solaire, qui est proprement occidental, donc, c'était les Rosicruciens qui l'utilisaient. Nous avons l'équivalent en Asie avec la véritable astrologie chinoise. La véritable astrologie chinoise n'a rien à voir avec les 12 signes qu'on vous vend là dans les rayons que l'on voit d'ici. Hein. C'est une astrologie systémique aussi, donc qui correspond, je crois me souvenir qu'il y a 108 planètes, entre guillemets. Voilà. Première, deuxième, troisième catégorie. Voilà. Et donc il y a tout un système. Ah, pour vous me raccrocher aussi à ce que vous disiez, dans l'astrologie rosicrucienne, on utilise aussi la numérologie au niveau du nom de l'individu, de son prénom ou même de son titre, quand il était roi, prince ou ceci. Donc voilà, c'est toute une simple petite parenthèse que je voulais faire. Oui, je voudrais que nous orientions un peu à présent le débat sur une question, si vous voulez, qui me paraît assez intéressante, c'est le problème de la corruption du savoir. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse de la corruption. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que les savoirs qui sont traditionnels et qui parfois sont prétendus révélés, ou en tout cas qui ont été établis à un certain moment, sont restés intacts? Vous vous souvenez, hier, lors de la commission sur Nostradamus, que M. Lenoble a proposé une relecture d'un quatrain où on parlait des 2 révoltes de Saturne ou du falcifère, voilà, et il disait que dans d'autres textes, c'était visiblement 10 et non pas 2 qu'il fallait lire, voyez-vous. Parce qu'en fin de compte, ce sont les 10 révolutions de Saturne qui quand on revient aux sources de... C'est pour ça qu'il est quand même important, enfin la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est important de s'assurer que, notamment, ces savoirs ont gardé leur cohérence, ou qu'au contraire, ils ont dérapé ou ils ont dérivé. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important? Dans la conversation, on a l'impression que ce point a été négligé. À la limite, peut-être que ça n'a pas d'importance. Après tout, c'est peut-être l'exégèse, le commentaire qui est important et qu'au fond, alors là, si vous voulez, ce que je voudrais, c'est orienter la discussion sur l'exégèse. C'est-à-dire que le poids du commentaire qui va relativiser finalement la cohérence du système utilisé. Hein, on a parfois des systèmes qui sont très incohérents ou qui sont très discutables en eux-mêmes, mais qui ont généré un commentaire qui lui-même est extrêmement intéressant. Et donc là, ça montre que parfois la cohérence, elle vient en aval et pas en amont. Mais inversement, on pourrait dire que parfois, il est peut-être intéressant de réformer un système et de lui restituer sa cohérence d'origine. Donc il y a 2 stratégies, celle de revenir à un état plus cohérent du système. Moi, je me souviens que j'avais fait une étude il y a longtemps en me demandant si l'alphabet hébreu était toujours resté dans le même ordre des lettres, par exemple. Et donc, par conséquent, parce que si on compare, par exemple, l'alphabet hébreu et le Sefer Yetzira, on a l'impression que l'ordre de l'alphabet hébreu ne correspond pas exactement au Sefer Yetzira, qui est censé être un commentaire de cet alphabet hébreu. Donc c'est quand même étrange qu'un commentaire d'un document, voilà, je veux dire, ça montre bien qu'on peut parfois s'interroger. Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est important de dire voilà, on va corriger le système et ça marchera mieux, ou bien finalement ce qui est important, c'est ce qu'on fait du système, quelle que soit sa valeur intrinsèque, ou quelle que soit sa cohérence ou pas sa cohérence. La cohérence, est-ce qu'elle vient de l'interprète ou est-ce qu'elle vient du système lui-même? Préparez-vous à répondre à cette question, on fait une table ronde là-dessus. À quel niveau la cohérence est-elle constituée? Au niveau de l'interprétation ou au niveau de la restructuration ou éventuellement ou de la restitution du système dans son état pur? En ce qui concerne la valeur hébraïque, la langue hébraïque n'est pas une langue de communication. On peut communiquer avec la forme, pas avec le fond. C'est une langue de fond. Pour comprendre comment fonctionne la valeur de la lettre hébraïque, il faudrait remonter à l'exégèse, effectivement, en n'employant pas le Sefer Yetzira pour une raison simple, c'est que le but principiel du Sefer Yetzira, c'est l'étude de l'arbre de vie par le support des séphirotes, c'est-à-dire des conglomérats énergétiques. Ce qui est totalement différent. Il y a quand même un commentaire des lettres. Il y a un commentaire avec des lettres, mais dans tous les bouquins sérieux de l'exégèse hébraïque, vous aurez de l'hébreu, et vous aurez des commentateurs sur les commentaires.
Donc automatiquement, on va tourner en rond à ce niveau-là. Donc c'est pas le but du Sefer Yetzira. On a dit beaucoup de bêtises sur le Sefer Yetzira. On a écrit, il y a plein de livres là-bas, beaucoup d'idioties sur le Sefer Yetzira. Pour comprendre ce qu'est le Sefer Yetzira, il faut déjà lire dans le brut, dans l'hébreu. Donc si on ne lit pas en hébreu, on ne peut pas le comprendre. Tout essai d'interprétation va s'avouer inévitablement être un système d'interprétation. Il n'y a pas de traduction de l'hébreu. On ne peut pas traduire, voilà, je vais être clair, on ne peut pas traduire en français l'hébreu. On ne peut que l'interpréter. Il y a des interprétations géniales, mais ce n'est que de l'interprétation. Voilà, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'en parlant hébreu, on énergétise sa vie, tout simplement. Je ne suis pas convaincu qu'avec le français, on en fasse autant. Ça, c'est la première des remarques que je voulais faire. La deuxième, c'est que dans quel paradigme on se situe? La valeur humaine, c'est une valeur paradigmale. Tout à l'heure, quand vous parliez, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt parce que je trouve que vous êtes quelqu'un de très intéressant dans ce que vous dites. Hein? Et en plus, vous vous exprimez très bien. Vous allez peut-être avoir la médaille, qui sait. J'aimerais bien, ouais, il est bien. Mais tout le monde est bien dans cette histoire. Chacun a son... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il a un grand mérite. Parce que c'est pas toujours facile de s'exprimer comme il s'est exprimé sur les sujets en question quand on est comme lui. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Peu importe. Ce que moi je sais de vous, je ne le sais que par le tarot. Comment? Parce que j'ai une lame devant moi. Hein, évidemment. Le problème, il est là. Vous pensez bien que tout ce que je dis, d'ailleurs, il faut savoir que je pense. C'est l'ermite, c'est quoi la lame? Je pense en hébreu. Je parle en français, mais c'est pas ma langue maternelle. Je pense en hébreu. Donc automatiquement, je pense avec de l'énergie. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de génial. On part par le centre et on va vers la périphérie. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce n'est que de la périphérie du monde. Donc en définitive, quand on regarde si une science initiatique, si une science fondamentalement d'abord humaine avant d'être exacte, va bouger, va muter au travers le temps, je vais vous dire que si ça correspond à une valeur principielle, non. Si ça correspond à une valeur d'adaptation, je vais vous dire oui. Regardez la Kabbale. La Kabbale, elle est intègre. Elle n'a jamais bougé. Pourtant, aujourd'hui, elle n'est pas présentée de façon intégrale. Il y a intègre et il y a intégral. Deux notions différentes. Vous comprenez? Alors, c'est pas parce qu'on a épuré, élagué, adapté quelque chose que dans la périphérie, que le centre, lui, n'est pas le même. Le centre est censé contenir le tout. C'est bien ce que vous avez dit. Et je pense que c'est vrai. À partir de ce moment-là, même si on dit un seul mot sur la Kabbale, si ce mot représente réellement dans l'être le fondement de tout, alors c'est juste, parce que c'est intègre. Donc, je pense que la Kabbale, en tant qu'exégèse ésotérique de la Torah, donc de la Bible Pentateuque, eh bien, je pense qu'elle n'a jamais muté. Je pense qu'elle est toujours restée dans sa valeur d'intégrité, et ceux qui l'ont usité à bon escient sont restés dans la valeur de probité. Oui, d'accord. Enfin, je reprécise ma question. Est-ce que l'étude de la genèse, de la formation de ces différents savoirs est importante ou pas? Oui, oui. Est-ce que ça peut avoir est-ce que c'est un enjeu? Alors, la réponse à cette question, enfin, à mon avis, c'est oui et non. Il y a oui dans le sens que si on n'a pas une certaine culture de l'ésotérisme, si on ne s'intéresse pas à ce que les précédents ont fait, on tombe dans un péché d'orgueil, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire se croire inspiré parce que tout d'un coup on a eu un flash sur une lame de tarot, sur un thème, et se dire ça y est, je me lance astrologue. C'est le grand danger actuellement avec le New Age. Il y a beaucoup de gens qui se lancent trop vite, sans avoir... c'est-à-dire moi je dis, bon, si vous voulez faire un bon astrologue, il faut faire 7 ans d'études. Si je dis ça, j'ai plus de clients, alors je le dis pas, je mens. mais en réalité, c'est un minimum 7 ans. Hein, bon, donc c'est toute une vie en réalité. Bon, donc l'étude implique de voir ce qu'ont dit les précédents. Alors, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, il y a un bémol quand même. C'est-à-dire que qui est habilité à voir clairement toutes ces structures? Du point de vue humain, peut-être personne. Peut-être seulement Dieu peut voir Dieu. Alors, pour parler autrement, parce que ça c'est un langage religieux, c'est-à-dire en nous-mêmes, qui est apte à percevoir ces structures?
Et c'est là où on est obligé, si on est un chercheur, de ne pas se contenter d'érudition mentale et de recherche de classification des auteurs précédents, mais de pouvoir, par un moyen ou par un autre, je laisse chacun libre de sa religion, de ses techniques, de ses yogas, etc., ou de ses souffles, de se repositionner au centre, c'est-à-dire d'être capable d'avoir ce qu'on appelait autrefois la méditation occulte, c'est pas trop le mot, mais enfin bon, pourquoi pas de se repositionner dans un centre dans lequel on laisse se régénérer ses énergies, de manière à prendre une distance entre l'être conditionné, que tout le monde est, hein, même avec tous les efforts qu'on peut faire, je suis né quelque part, j'ai un nom, un prénom, je suis conditionné. Et sortir de ce conditionnement indique un travail sur soi. On ne peut pas le faire uniquement en discutant ou en maniant des idées. Il y a un travail qui est d'ordre, non pas, je dirais, idéal ou idéologique ou verbal, il se passe plus au niveau énergétique, c'est-à-dire prendre un recul pour retrouver la dimension énergétique ou de l'âme, rayez la mention inutile, prenez ce que vous voulez, les mots peuvent encombrer à ce niveau-là. Et donc, une fois qu'on reprend cette dimension-là, on se retrouve au centre. Et là, on peut récupérer, alors moi, voilà comment je pratique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux, si on reprend l'horizontalité et la verticalité, la dimension horizontale, c'est la roue de médecine, c'est-à-dire c'est les 4 horizons dont parlent les chamans Sioux, c'est le zodiaque si on veut, c'est-à-dire une orientation sud-nord, est-ouest, hein, les maisons par exemple. Et le principe est de se situer au centre du mandala pour pouvoir bien définir les oppositions. Jung disait tout le temps, la manière d'étudier les mandalas, c'est de se placer au centre. Si au centre, vous sentez une opposition, comme masculin, féminin, si vous mettez masculin, puis en face, vous mettez bleu, il y a quelque chose qui ne colle pas. En face de masculin, il y a féminin. Donc, et ça peut, alors ça c'est des mots, mais ça peut se sentir. C'est-à-dire, on peut classer toutes les planètes comme ça. Et c'est très important de le faire, de placer les planètes, pas simplement dans le zodiaque, ça c'est le mandala du thème astral. Il y a un autre mandala qui est essentiel, bon, qu'on trouve dans le bouquin de Julien Jean-Billon, L'univers des astéroïdes, un essai. C'est-à-dire, c'est classer toutes les planètes sur le plan Est-Ouest, Sud-Nord. Et c'est ça que j'appelle la roue de médecine. Et c'est à partir de cette roue de médecine-là, qui n'est pas le zodiaque, qu'on peut après sauter sur d'autres roues de médecine qui sont le tarot, qui sont enfin etc. quoi. Et alors il y a un autre, dans la verticalité, il y a un autre mandala qui n'est pas un mandala, qui est l'arbre. Alors que ce soit arbre des séphirotes ou arbre des chakras ou quelque chose, il y a un principe d'arbre qui est alors lui qui parle sur un plan vibratoire, qui sont des séquences vibratoires. Et donc on n'est pas dans le même ordre d'idées, on n'est pas dans une répartition horizontale avec des horizons différents et puis des séquences aussi petites ou aussi grandes qu'on le veut, soit en divisant en 4, soit en divisant en 12, soit en divisant en 22, hein, ou en 10 pour la numérologie. Mais il y a un autre principe qui est la verticalité, et ça a souvent été confondu, ce qui fait qu'après on mélange tout. On prend des principes, c'est comme les couleurs, hein. Si vous prenez les couleurs, vous avez 3 couleurs primaires, mais vous pouvez en mettre 7, comme on dit souvent, l'arc-en-ciel est 7 couleurs. Autrefois, les gens croyaient qu'il y en avait que 3 couleurs, ça dépend de votre vision. 14 couleurs d'arc-en-ciel. Donc, c'est important de voir que ce qu'on regarde, c'est l'arc-en-ciel. La manière après dont on veut le verbaliser, ça va être de dire, ça c'est rouge, ça c'est jaune. Alors, est-ce qu'un rouge orangé est plutôt rouge ou un plutôt jaune? Non, il est rouge orangé. Si vous n'avez pas besoin du rouge orangé, vous prenez rouge ou jaune. Mais si vous êtes dans un cadre avec cette couleur, vous pouvez dire orange. Si vous êtes dans un cadre rouge-orangé, vous ne pouvez pas le placer. Si vous êtes dans un cadre... Vous comprenez ce que je veux dire? On peut pas... Rouge-orangé, vous êtes obligé de le mettre dans la case orange ou dans la case rouge. On est coincé. Donc, ce qui est important, c'est simplement de se rappeler que c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que cette roue, elle est sans subdivision. Les subdivisions, vous les prenez comme vous voulez, du moment que vous restez cohérent dans votre pratique, dans votre recherche, avec la subdivision de départ que vous avez pris, pour pas partir dans les décors. Et l'autre subdivision, c'est la verticalité. Souvent, c'est 7 niveaux qui sont pris, et on peut les retrouver sur l'arbre des séphirotes. Voilà. Je voudrais rendre la parole à M. Alain Baucher, excusez-moi, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas pu, jusqu'à présent, vous exprimer. Alors, quel était le message? C'était de dire que vous aviez l'intention de nous transmettre en venant à Paris. Je ne voudrais pas que nous ayons manqué quelque chose d'important que vous vouliez nous communiquer au cours de cette matinée. Non, on n'a rien raté d'important parce qu'il a tout dit. Oui, mais enfin, vous pouvez le dire d'une autre façon, monsieur. Oui, que le tarot est un... Moi, je dis et je répète que le tarot est un langage à proprement parler. C'est un alphabet, alpha, picto, numérique. Ce sont des dessins qui ont des significations
plusieurs étages de signification au fur et à mesure où on les regarde, suivant ce qu'on est, suivant ce qu'on devient. Bon, ce langage, on s'en sert pour s'exprimer envers d'autres, pour échanger, mais ce langage sert à quelqu'un, pour nous prendre la main et nous faire poser certaines lames plutôt que d'autres. Et après, il faut apprendre à les lire. Et on les lit. Et il a tout dit tout à l'heure. Il a tout dit quand il a dit que il y avait effectivement, il fallait travailler sur une base 22. C'est tout à fait vrai. Et qu'on débouche à ce moment-là sur des choses fabuleuses. Ça nous donne à l'intérieur d'une simple croix que l'on fait un message inattendu, que l'on traduit, que l'on transmet à d'autres, d'abord que l'on nous transmet, que nous on verbalise et que l'on donne à d'autres. Et que l'on donne à celui qui est venu nous voir et tout. Je ne suis pas du tout sûr que le tarot nous parle à proprement parler d'avenir. Il nous donne des clés, des portes, des clins d'œil, mais il nous parle de l'être tel qu'il est, ça c'est absolument certain, en nous ouvrant des portes sur ce qu'il pourrait devenir, parce que on comprend qui il est. Et c'est étonnant. Je travaille avec des médecins, beaucoup de médecins, qui m'appellent très souvent en me disant « Écoute, j'ai un problème, j'y arrive pas, j'ai un patient, il est bizarre, il me dit des trucs, j'y comprends rien. » Je travaille au tarot, et puis un quart d'heure après, souvent 20 minutes après, je lui retéléphone, et je lui dis, mais dis donc, c'est pas là où tu dois chercher, c'est là-bas. Il faut que tu cherches dans le bas du dos, il y a quelque chose qui ne va pas et qui détermine ce dont il souffre. Mais non, c'est pas vrai, il a mal au petit doigt. Va voir en bas du dos, je te dis, va voir en bas du dos, il y a quelque chose d'important. Et en général, 10-12 minutes après, il me rappelle, il me dit, comment t'as fait ? T'avais raison. Bon, moi, j'avais pas raison. J'avais pas raison. Mais il y a quelqu'un qui m'a pris la main et qui m'a poussé vers une lecture de ce langage et qui a utilisé ce langage et m'a poussé vers une lecture qui m'a dit exactement ce que le type avait. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je n'y suis pour rien. Sauf que je sais lire le tarot. Je crois l'avoir prouvé. Mais autrement, je n'y suis pour rien. Du tout. Donc effectivement, comme vous dites, à la limite, peu importe que le tarot soit resté intact ou pas, puisque de toute façon, les gens qui veulent communiquer avec vous, ils se servent des codes que vous avez placés. C'est-à-dire, à la limite, pour pouvoir communiquer avec un autre niveau de connaissance, il faut simplement, vous avez vous-même créé un système de code, une codification qui est cohérente pour vous. On peut entrer en contact avec vous puisque probablement. Puisque si quelqu'un n'a pas élaboré une codification, prenons deux personnes, quelqu'un qui n'a pas une idée précise de la signification du tarot, il ne va pas pouvoir recevoir de message. Celui qui a bien balisé les significations qu'il accorde au tarot, il peut se prêter, même si ces significations sont complètement arbitraires et complètement personnelles. Les entités supérieures savent que vous utilisez ce langage et elles peuvent vous communiquer à travers ce langage. C'est ce que j'en arrive à dire. C'est effectivement ce que j'en arrive à dire. J'ai travaillé sur le langage et élaboré un système et tout. Il est probable que des entités, je ne sais pas lesquelles, se servent de mon langage pour me parler. Ils parlent dans ma langue. Si je parlais allemand, ils me parleraient allemand. Mais je ne parle pas allemand.
Mais enfin, il faut bien reconnaître que ça peut laisser... je crois qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on peut soit chercher la cohérence du système en tant que tel, au repos, pour voir ce dont il est porteur, soit accorder l'importance à la qualité de l'interprète, soit se demander s'il n'y a pas des forces qui utilisent un certain code, même pas le code en soi, mais le code tel que la personne à qui on s'adresse l'a mis en place. Tout ça, ça crée pas mal de possibilités, ce qui explique que même quand on a un résultat, on ne sait pas si ce résultat est lié à la qualité intrinsèque de ce savoir, s'il est lié au talent d'interprète et d'ajustement du praticien, s'il est lié à sa capacité médiumnique, ou en tout cas sa capacité d'avoir établi un mode de communication auquel il se tient et auquel ses partenaires de l'autre côté se tiennent. Voyez-vous, ça montre bien que le résultat, on ne sait pas toujours à quoi tient le résultat finalement. Certains vont dire, ah ben vous voyez bien, il y a des gens, plus j'ai un résultat, vous voyez bien que l'astrologie est vraie. Et qu'elle est vraie dans l'absolu. Il n'empêche que ça demeure important et que si c'est véritablement conséquent